Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire partenaire des Assises des délais de paiement. Je rappelle que les Assises des délais de paiement sont co-organisées par la FDCC et la FIGEC. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Urios, accompagné de Grant Thornton. Et nous allons échanger sur un thème tout à fait intéressant qui est la transformation du cycle order to cash, les facteurs clés de succès pour accélérer et sécuriser le dit cash. Alors, on reçoit Olivier Blandin, qui est directeur général adjoint d'Urios, en charge du pôle software. Et bonjour. Et Karl Sivadé, qui est associé Grant Thornton, BFR et Cash Management. Bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez rappeler et présenter rapidement vos entreprises, Urios et Grant Thornton? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, en ce qui concerne Urios, on est spécialisé dans la performance et la sécurisation des postes clients et fournisseurs. Donc, on délivre des prestations intellectuelles autour de ces sujets et on commercialise aussi des logiciels de recouvrement et de credit management, qui est plutôt mon sujet. Karl Sivadier, donc moi je suis associé chez Grant Thornton. Grant Thornton est un cabinet de commissariat aux comptes, d'expertise comptable et de conseil financier. Au titre des conseils financiers, je dirige la BU BFR et Cash Management. Nos métiers sont du conseil opérationnel sur tous les métiers du BFR et de la trésorerie opérationnelle prévisionnelle, y compris les financements. Très bien. Alors, on va commencer par l'introduction. Olivier, quelques mots sur le contexte de la reprise et puis ce que ça peut entraîner en termes de nouvelle organisation. Oui, tout à fait. Alors, le contexte est connu, je dirais, au niveau des entreprises. On a des problématiques de délai de paiement client qui s'allongent, un PGE qui va être bientôt remis en question, des défaillances qui ont été jusque-là mesurées, mais dont on n'a pas une pleine visibilité sur l'avenir. Et puis, comme toujours, les entreprises qui ont un besoin de maîtriser leur BFR et un besoin de cash, on a en plus les entreprises qui étaient en arrêt d'activité qui redémarrent. Donc, c'est un moment où on a besoin de carburant pour refaire décoller l'activité. Donc, des problématiques de cash flow et de BFR qui nécessitent encore plus d'impératifs de trésorerie en fonction des activités. Là, c'est vraiment cette partie contexte qui est connue. Alors, dans ce contexte, pour vous, Karl, quels sont les impératifs pour les entreprises par rapport à cette nouvelle organisation ? C'est vrai que les impératifs que l'on a dans le contexte que l'on connaît depuis le début de la crise sanitaire, c'est un peu la transformation je vais dire, du travail. Et c'est le télétravail qui va impacter de façon très significative l'organisation et les enjeux que l'on a sur le BFR. C'est le télétravail, ça signifie l'autonomie. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une configuration où on n'a pas les collaborateurs sous la main pour piloter ce qui est fait, pour piloter les processus, et eux-mêmes ne sont pas également en contact avec les parties amont et aval de leur des cycles dont ils sont en charge. Ça, c'est le premier point. Et puis, si on met le rôle et le cash, l'enjeu cash impose des procédures strictes quelque part, et je pense qu'on le sait tous, pour bien faire rentrer le cash sur les sujets de credit management, donc recouvrement et risque, on doit appliquer des procédures et qui dit autonomie et procédure, quelque part il faut qu'on ait une solution et je crois et on croit tous qu'un outil, un applicatif dédié au credit management est la solution et qui permet tant d'allier dans un contexte normal où on est dans l'entreprise, on est physiquement présent, où on met en place et on met en œuvre ces procédures et on a des enjeux qui sont servis. Et c'est exacerbé par la crise en se disant maintenant on est en télétravail, on est en 2021, les solutions SaaS, tout ceci peut se passer avec un applicatif. Donc c'est vrai que l'ensemble de ces phénomènes, ça implique de sécuriser la chaîne order to cash, et la chaîne order to cash quelque part, comme je le dis à demi-mot, c'est bien évidemment d'avoir un outil qui va aller travailler évidemment l'enjeu cash par la mise en œuvre de procédures de façon
assurée, de façon certaine, et avec aussi des éléments de pilotage, parce que évidemment, si on se met 10 ans et voire bien plus longtemps avant, on sait tous que le recouvrement qui était fait avec Excel ou avec des bloc-notes, oui, c'était bien si on avait des collaborateurs engagés. Non, ce n'était pas bien parce que pour faire la synthèse de où on en est, ce qu'il nous reste à faire, c'était toujours la nébuleuse. On est en 2021, on a des outils, donc je pense que c'est vraiment un enjeu qu'il faut servir, et c'est en plus, moi je pense vraiment que c'est un enjeu qu'on peut servir de façon assez facile. Les solutions sont belles, souples, contemporaines et agiles, donc faut y aller. D'ailleurs, si on passe au premier sujet que l'on souhaitait aborder. Tout à fait. Alors moi, j'avais effectivement, quand vous venez de dire ça, on se repose. En fait, il faut se reposer un certain nombre de questions, à la fois dans l'organisation et comment on aborde ce sujet. On va remettre tout à plat, on va tout retravailler, effectivement, au regard de ce que vous nous avez dit. Tout à fait. Il faut apprendre à se connaître, en fait. Il faut connaître ses process, il faut auditer ses services. Le logiciel seul ne fait qu'une partie du travail, mais pour ça, c'est là où on a un intérêt à réaliser un audit et un cahier des charges. C'est ça. Et c'est vrai que l'audit et le cahier des charges, comme vous l'avez dit, Olivier, c'est se connaître, mais c'est aussi l'opportunité de s'interroger sur l'efficience de ces procédures en place. Ça ne veut pas dire forcément de tout remettre en question, mais c'est aussi de se projeter. Et c'est vrai que tel qu'on vous l'affiche ici, l'idée dans la réalisation de l'audit et la réalisation d'un cahier des charges, on a laissé volontairement la terminologie cahier des charges parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur quand même une solution informatique, ça reste un applicatif. Mais ce qu'on voulait souligner, c'est le sujet de pilote métier. Il est important, même s'il s'agit d'un applicatif, que ce cahier des charges, cet audit et le projet dans toute sa globalité soit mené par un chef de projet qui est métier, qui est fonctionnel. Parce que une DSI en standalone sur le déploiement de la solution, ça va être super parce qu'à un instant T, la machine va fonctionner, mais elle aura mis en place la machine sur une base standard. Le fonctionnel en driver du projet va vraiment s'attacher à ce que ces processus, ce qu'il veut voir dans la machine, soient paramétrés. Et puis le deuxième élément aussi. Ah, Karl, on vous entend plus. Olivier, peut-être? Oui, j'espère qu'on m'entend de mon côté. Oui, oui, tout à fait. Allez-y. Je pense, Karl, il faut remettre votre micro. Alors, je vais en profiter pendant cette interruption. C'est clair que nous, on s'est aperçu dans les mises en œuvre de projets que lorsque c'est une DSI qui pilote, ça nous crée des problématiques parce que le DSI n'est pas un sachant. Et chacun a ses caractéristiques, chacun a ses forces. Une DSI va être tout à fait apte à mener parfaitement des projets. Il y a des AMOA, il y a des structures et des organisations qui sont vraiment bien mises en œuvre. Mais là, on parle sur ce type de projet, là dans le cycle order to cash, de sachant, comme disait Karl, de métier. Et on a vraiment un fort besoin que le sachant soit un credit manager ou quelqu'un du métier. Et d'ailleurs, revoilà Karl. Vous m'entendez Oui, tout à fait, super. Désolé. Oui, on a vraiment besoin que le sachant soit quelqu'un du recouvrement ou du credit management plutôt que quelqu'un informatique qui lui sera plutôt en appui pour organiser et structurer le projet. Et d'ailleurs, dans ce sens, sur la rédaction du cahier des charges, c'est évidemment d'abord l'expert sachant qui va présenter, et on peut passer à la slide suivante si vous le voulez bien, puisqu'on reste toujours sur le même thème. C'est d'ailleurs le sachant qui va présenter tout le processus order to cash. Et quand on dit présenter le processus order to cash, j'insiste sur le fait que pour mettre en place un applicatif dédié au credit management, on a besoin de façon indispensable de la compréhension de tout ce qui se passe
de la commande jusqu'à l'encaissement, puisque il ne faut pas oublier que la solution, l'applicatif, on est en 2021, on a des solutions qui sont ultra puissantes, donc qui peuvent servir indirectement sur la base d'un sujet, servir tous les collatéraux et tout l'environnement de la facture. Donc là, vraiment, les processus amont à la naissance de la facture et tous les processus intermédiaires sont très importants dans la présentation. Ça, c'est une première chose. C'est aussi très important pour l'éditeur parce que ou les éditeurs que vous allez consulter dans le cadre de votre cahier des charges, parce que ça peut être un élément différenciant dans ce sens où si vous souhaitez un traitement des litiges avec un spécifique, faut que l'éditeur puisse avoir la teneur du process dans sa globalité pour répondre de façon pointue et plutôt que d'une façon générique. Et puis, n'oublions pas aussi que ces applicatifs doivent couvrir tous les enjeux que vous avez listés ici dans le cycle. Ils doivent couvrir tous les enjeux. On parle de justificatif, on parle de qualité de facturation, on parle de procédure sur le sujet recouvrement, d'indicateurs de reporting. C'était un peu mon point d'introduction où il ne faut pas oublier que certes, les solutions vont permettre ce sont des clés de productivité, ces applicatifs aujourd'hui, mais ce sont aussi des clés pour décider d'action. Donc, quand on dit que ce sont des clés pour décider d'action, il faut se poser la question de la conduite du changement. On l'a vu, on le voit très souvent. On a de plus en plus des appels d'offres qui parlent de conduite de changement. Moi, j'ai besoin d'un éditeur et j'ai besoin aussi d'un éditeur qui m'accompagne sur la conduite du changement parce que sur certains éléments, compte tenu des nouveautés, en tout cas dans mon processus avec cette machine, je dois me reposer des questions. Et c'est là où, j'allais dire, dans les projets que l'on réalise, on a quand même cette conduite du changement qui est adressée. Alors, comme je le disais, il ne faut pas partir sur tout, remettre totalement en question son process, mais il faut au moins se poser des questions sur les ETP, à reconsidérer. Est-ce qu'il y a une nouvelle répartition, puisque vous avez quelque part de nouveaux outils, de nouvelles armes pour traiter des sujets avec vos équipes. Il faut aussi se poser la question de la transversalité du credit management. Quelles sont les parties prenantes? Vous pouvez adresser l'administration des ventes, vous pouvez adresser la comptabilité, vous pouvez adresser énormément d'éléments qui sont dans l'environnement de la facture. Et puis, évidemment, il y a l'élément fondamental sur la différenciation des processus à des instants précis. Vous pouvez différencier vos processus sur des natures de tiers, sur des natures de créances. À des moments dans l'année, quand on veut parler d'un cash marathon, par exemple, vous pouvez programmer dans la machine à une période précise le changement de la stratégie pour que, quelque part, on adresse plus rapidement les sujets cash. Donc, revenons sur juste le mot cash marathon, parce que c'est quelque chose d'intéressant de rappeler. Oui. C'est vrai qu'il y a des clôtures comptables chaque trimestre. Quelques mots sur ce que peut être le cash marathon pour imaginer le propos. Alors, le cash marathon, effectivement, on a tendance à y penser avant la clôture annuelle pour présenter un joli bilan avec plein de trésorerie. Mais dans la vie du cycle order to cash, un cash marathon doit se caler en fonction de la saisonnalité de l'activité. Et puis, il y a toujours un aspect important dans le cash marathon. Donc, le cash marathon, encore une fois, c'est faire des actions coup de poing sur des périmètres spécifiques. Vous pouvez adresser vos plus mauvais clients ou vos meilleurs clients pour qu'ils payent un peu plus vite. Enfin, ça, c'est un choix. Mais par exemple, un cash marathon, moi, j'en vois rarement, sauf chez mes clients. Je fais toujours un cash marathon sur juin-juillet parce qu'on sait tous que en septembre, il y a forcément des échus. Donc l'idée, c'est de faire descendre au plus bas les échus. Alors ça ne veut pas dire que tous les clients ne vont pas payer, mais ça nous donne beaucoup plus de latitude à absorber un peu de retard de paiement sur les 15 premiers jours de septembre. Voilà un peu l'idée du cash marathon. Très bien. On continue. Alors, sur le point suivant est toujours dans l'idée de la réalisation du cahier des charges et ça va aussi dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur la conduite du changement, repenser les workflows. Vous êtes sur la mise en place d'un applicatif. Un applicatif, ce n'est pas simplement sur le credit management et
qui inclut également le recouvrement, ce n'est pas seulement d'adresser des clients pour qu'ils payent, c'est aussi d'adresser en interne, en amont, du commerce sur le risque client. Alerter, bloquer. C'est aussi alerter l'administration des ventes sur des litiges, sur des erreurs de facturation. On le voit sur, enfin, je le vois chez mes clients, on a par rapport à la mise en place d'un logiciel, depuis la mise en place d'un applicatif recouvrement, on a des nettes améliorations du taux d'avoir et on a une qualité de facturation qui bénéficie au recouvrement de façon spectaculaire. Donc là encore une illustration j'allais dire, de la transversalité et puis peut-être en conclusion sur cette partie-là, vous mettez en place un applicatif sur le recouvrement, vous repensez vos workflows, vous identifiez les parties prenantes aux procédures, au processus, et du coup, vous êtes en plein dans le déploiement d'une culture cash dans l'entreprise. Et ça fait beaucoup de sens. Donc, c'est une opportunité, l'audit, le cahier des charges, c'est l'opportunité de faire un point sur ce qui est en place. C'est l'opportunité de trouver des nouveaux enjeux parce que vous avez de nouvelles clés à activer. Et c'est surtout l'occasion aussi d'aller dans une étape un peu plus contemporaine, tout simplement. Un mot quand même, c'est les opérationnels sont bien sûr associés à cette réflexion, commerciaux, responsables, etc. Ah oui. C'est très large, hein. C'est vrai que les outils, on parle de gestion collaborative, ça ne touche pas qu'un service recouvrement et de credit management, ça touche tous les acteurs qui sont en relation avec la finance. Donc ça nous oblige à aller beaucoup plus loin, on parle d'annuaire d'entreprise, ça nous oblige à aller toucher plus loin dans l'entreprise pour assurer un bon paiement. Et c'est vrai que la transversalité, j'en parle librement sur un client chez qui que l'on accompagne depuis un bon moment sur la professionnalisation de la fonction, etc. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus on a démarré, parce que c'était la priorité, sur travailler sur la finance pour la finance. Et aujourd'hui, le projet a pris une ampleur et c'est vrai que les équipes travaillent de façon transversale. On a des sujets purement comptables sur des provisions qui sont traitées par la partie credit management. On a des sujets purement qualité de facturation qui sont également traités avec la partie credit management. Donc c'est vrai que c'est hyper riche et c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas une chose, c'est que ça donne aussi de la valeur aux collaborateurs qui sont, c'est pas juste tu décroches ton téléphone et tu relances, ou tu fais des alertes ou tu bloques le compte. Ça donne vraiment beaucoup de richesse au métier. Très bien. Alors, on va passer à la solution maintenant. Oui. On a fait une belle étude, on a regardé, on a repensé ces processus et vient le moment où il va falloir s'équiper d'une solution logicielle. Tout à fait. Là, c'est tout un enjeu aussi, c'est-à-dire que vous avez, finalement, votre cahier des charges, votre fil conducteur, vous connaissez vos process, vous savez là où vous voulez aller, mais la difficulté, c'est de trouver après l'outil qui vous est adapté, qui va vous permettre d'intégrer ce que vous avez modélisé, ce que vous avez pensé. Et là, ça va vraiment dépendre des capacités des différents outils, entre un ERP classique, qui va être en général assez basique, et un outil de gestion du post-client, de credit management et de recouvrement. Là, en fonction de chaque outil, on va avoir des spécificités. Donc là, la phrase le dit bien, la difficulté, c'est quoi? C'est d'avoir une solution qui sait s'adapter à vos process et pas l'inverse. Sinon, vous êtes obligé de casser votre propre organisation pour que ça colle à l'outil. L'outil va encore plus loin que ça. Finalement, il va, Karl a bien dit, il va vous structurer. Finalement, si on avait à faire une synthèse des process dans un service crédit ou recouvrement, vous avez globalement 3 types de process. Vous avez le process recouvrement, process crédit, process litige, et chacun un peu son fonctionnement.
un process recouvrement. Là, la plupart des outils vont intégrer un certain nombre d'ingrédients. On va regarder le comportement payeur du client, ses dégradations ou pas, son score, des indicateurs de type de client. Je ne vais pas relancer une administration comme je relance une entreprise. Je vais être plutôt à l'inverse dans mon système de relance. Puis je vais avoir Chorus dans un cas et souvent rien, ou un portail dans l'autre. Donc on va avoir des fonctionnements de relance qui va être radicalement différents en fonction des typologies de clients. Par ailleurs, on a un process crédit. Alors lui, il est plutôt orienté purement risque, pas forcément toujours vers le client. Lui, pour qu'il fonctionne correctement, on va avoir besoin d'une bonne qualité de données. Donc bien sûr, des données comptables, donc on récupère la compta du client, des données extra-comptables. Donc beaucoup d'outils aujourd'hui intègrent un certain nombre de données extra-comptables. Alors on entend par extra-comptable des bons de commande. Donc un client m'a passé un bon de commande, je suis en cours de construction pour faire ma livraison, j'ai livré. Toutes ces étapes doivent bien être identifiées dans l'outil parce que ça fait partie du risque embarqué. Quand je travaille avec mon assureur crédit, j'ai besoin de connaître quel est mon risque à aujourd'hui, à partir de quand je peux stopper ou jusqu'à où je peux aller. Donc là, le but du process crédit, c'est d'avoir cette vision du risque embarqué et futur et de pouvoir réagir par rapport à cela, soit auprès de mes tiers, par exemple assureur crédit, soit moi auprès de mon client demandant des garanties complémentaires ou en rejoignant par rapport à mes leviers de crédit accordé. Donc là, on a vraiment un process qui est différent, qui est tourné vers les credit managers. Puis on a un troisième process, le process litige. Alors lui, il est tourné, on parlait tout à l'heure de gestion collaborative, il est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai un litige tarif, je vais aller voir le commercial. J'ai un litige délai, je vais peut-être aller voir la logistique ou d'autres types de choses et je vais aller chercher des bons de livraison. Donc à chaque litige, je vais avoir un comportement interne et l'enjeu, c'est de continuer à faire payer mon client sur ses autres factures et débloquer le plus vite possible ces fameux litiges pour assurer le paiement au finish dans les délais les plus courts. Donc on a trois organisations, trois structures de modélisation qui vont être très différentes. Et ces trois modélisations vous permettront ensuite de choisir les KPI que vous allez mettre dessus. Oui, les KPI, il y a beaucoup de types de KPI peuvent être mis en œuvre au travers des études préalables et de l'audit. Les plus courants, on va parler des DSO rollback, etc. L'Excess, on parlait, Jérôme, d'Excess il y a quelques jours, la différence entre le délai accordé et le délai constaté. C'est des indicateurs maintenant très courants dans les outils depuis un certain nombre d'années. Puis on a d'autres indicateurs alors qui vont parler plus à un gestionnaire. Donc ça va dépendre de la culture cash de l'entreprise. Des fois, vis-à-vis des gestionnaires, on va simplement parler d'un taux déchu. Très simple. Je suis sur en cours, où ça va être simplement une correspondance par rapport à l'année précédente pour voir un progrès. Donc les KPI, c'est vraiment en fonction de la maturité, je dirais, des équipes. On a des KPI qui peuvent être tournés vers l'équipe, puis des KPI de direction générale, où là, on va être sur des choses un petit peu plus globales et techniques qui vont répondre à d'autres types de problématiques. Très bien. Il faut tout couvrir. Ouais. Voilà, le but, c'est de tout couvrir. Et finalement, pour que ça fonctionne bien, l'outil a des impondérables et des incontournables. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une information consolidée à partir de sources multiples. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous avez la chance peut-être d'avoir une seule société avec tous les éléments dans un seul outil, mais c'est extrêmement rare. Et souvent, on va se retrouver à avoir plusieurs ERP, une gestion commerciale qui a un certain fonctionnement dans un sens, une compta par ailleurs. Là, on est sur des choses très très courantes et des fois des compléments dans des feuilles Excel, même dans des groupes qui font 1 milliard d'euros. Donc tout n'est pas forcément structuré dans des outils. Il faut trouver la bonne moyenne, la bonne méthode pour pour synthétiser et intégrer cette information multisource. Donc là, c'est la première clé. Deuxième clé, il faut avoir un référentiel commun. On a le cas de clients qui sont multi-activités, où vous avez plusieurs filiales, et chacun, parce qu'on a eu de la croissance externe ou pour d'autres facteurs, chacun a un peu son fonctionnement. L'outil doit être en capacité, sans faire une révolution interne, de créer un référentiel commun, une sorte de table de concordance pour qu'on puisse en commun parler de la même chose.
L'incidence, si vous êtes sur plusieurs activités, si je vous parlais du risque, là on est plutôt sur un contexte où on vous parle de cash aujourd'hui, mais si on parlait du risque, le but c'est d'identifier quand on a un client multifilial, est-ce que j'ai un risque chez mon voisin? Donc là, le SIREN, bien sûr, dans ce cas très simple, est un des identifiants communs, mais il y en a d'autres. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc le but, c'est d'arriver à avoir un référentiel commun pour qu'on puisse ensemble, dans cette gestion collaborative, parler et avoir des KPI qui sont partagés. Puis l'outil doit évidemment s'adapter au télétravail. Bon, maintenant, je crois que c'est une constante pour tout le monde. Alors ça, c'est les points clés, c'est les incontournables. Et pour pouvoir mettre tout ce qu'on vient de se dire en musique, bah, il va falloir faire quelque chose dans l'outil pour modéliser. Et c'est là où on va avoir des leviers de performance en fonction des outils. Je vais vous citer l'ERP qui est le plus rigide en général vers des outils spécialisés comme Cash and Credit ou autres. Là, selon les outils, on va avoir des capacités très différentes et ça ne se voit pas dans les démos, parce que c'est très dur dans une démonstration d'outils de se dire ah ben c'est pareil ou c'est pas pareil. C'est dans la vraie vie finalement que ça joue, c'est dans les jours suivants. Quelle est la mécanique de l'outil? Qu'est-ce qu'il est capable d'intégrer? Et comment vous allez modéliser? Est-ce que vous êtes autonome? Alors, pour vous montrer ça, ce que je vous propose, c'est de vous faire une brève présentation d'une modélisation. Alors là, quel est l'objet? Là, je vais vous montrer ce qu'un gestionnaire ne voit pas au quotidien. Là, je vous montre une partie d'une application qui est une de nos applications qui est Cash and Credit, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Quand on regarde le paramétrage, quelle est la souplesse? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un outil? Donc là, dans cet aspect de paramétrage, en fait, c'est la mise en musique de ce qui a été fait auparavant dans l'audit. C'est la façon dont on va paramétrer les process, les différents process qu'on a vus tout à l'heure. Alors là, sur cet écran de paramétrage, on voit des cases bleues et oranges. Le principe est le suivant. L'utilisateur crée des conditions, il crée des actions, et il va pouvoir ensuite poser des conditions ici et les actions ici. Donc, comment je lis ce genre de choses? Ça s'appelle un arbre de conditions. Quand la condition est remplie, je suis le fil vert. Donc, est-ce que l'échu est supérieur à 0? Oui. Est-ce que c'est de la grande et moyenne surface? Oui. Je fais le scénario 1. Sinon, je regarde si c'est un grossiste. Donc, en gros, les outils vont avoir certains fonctionnements qui, graphiquement, peuvent être très différents. Le but, c'est d'avoir cette capacité à créer ses propres critères et à arriver à des résultats. Vous voulez dire quelque chose, Karl? Non, j'acquiesçais. C'est toujours le principe de la mise en œuvre de la procédure, en n'oubliant évidemment pas de couvrir le si, sinon. Parce que voilà. Le si, oui, on peut y aller, mais le sinon, il doit pouvoir être couvert. L'objectif, c'est d'être de toutes ces conditions et ces scénarios doivent couvrir la globalité des cas identifiés. Alors, pour illustrer un petit peu, par exemple, on peut avoir différents cas de figure. Ici, le cas d'un VIP qu'on va relancer d'une certaine façon, des modélisations liées à des litiges, des modélisations liées à du risque. Et là, on va faire juste un tout petit zoom sur cette modélisation-là. C'est les effets à recevoir, les avis d'échéance. Imaginons par exemple que vous ayez un contexte où vous avez une facturation à 30 jours d'échéance par rapport à la date de facture. Certains ne sont pas à 30 jours fin de mois. Ça veut dire finalement que vous avez un client qui tous les jours peut recevoir des avis d'échéance parce que tous les jours, 8 jours avant sa date d'échéance, on pourrait avoir un avis. Donc pour éviter ces mécanismes polluants, là c'est une façon de modéliser. Là on a défini dans les critères, est-ce que je suis un lundi? Est-ce qu'il a des factures à devoir la semaine prochaine? Est-ce qu'il a un mail? Si oui, je fais un mail. Sinon, je fais un courrier. Alors, ce sont des actions multicanales. On aurait pu faire beaucoup d'autres choses, que ce soit des correspondances comme des SMS ou des actions. Là, ça va dépendre des outils. Finalement, le but, c'est de pouvoir poser ces critères, de pouvoir prendre une paire de ciseaux, dire je change, changer ces conditions, en recréer, en ayant une autonomie. Parce qu'on voit aussi que pour gagner du cash, il faut s'adapter.
ça bouge vite, on ne peut pas être toujours dépendant d'un intégrateur ou d'un éditeur, donc il faut que facilement un sachant, sans qu'il soit informaticien, puisse remodéliser ces nouveaux process par rapport à ces cas de figure. Là, on a eu le cas Covid. Là, par rapport, excusez-moi, par rapport à cette présentation qui est très intéressante, si je change mon process, par exemple, bon, bah, j'ai l'outil installé, on se dit on va changer le process parce que comme vous l'avez montré, il y a une particularité qu'on n'avait pas vue. Est-ce que l'outil est capable de repasser en revue toutes les factures qui étaient stockées et de réappliquer le nouveau process? Oui, tout à fait. Alors, on a des différents systèmes, ce qu'on appelle des bacs à sable, c'est-à-dire qu'on va tester grandeur nature avec les données pour voir qu'est-ce que ça fait, quelles sont les réactions par rapport à ça, et on s'aperçoit à partir du moment où vous n'avez pas d'outils. Alors, je considère que quand on n'a qu'un ERP, on n'a pas grand-chose. Que vous vous équipez, excusez-moi, qu'on s'équipe d'un outil, vous allez avoir un changement de votre comportement client dans les 2-3 mois qui suivent, parce qu'ils savent que vous avez une mécanisation en face. Donc, vous allez avoir un premier gain très rapide, mais vous allez aussi ensuite avoir de l'optimisation. Et là, vous allez vous rendre compte, par exemple, on a parlé tout à l'heure de litige, on a parlé de gestion du risque, parce que ça démarre haut, la chaîne order to cash, ça démarre à la création du compte, avec est-ce que le client peut être couvert ou pas. Et donc, toute la chaîne, finalement, va être optimisée. Tout à l'heure, on n'a pas parlé dans l'audit, mais la recherche du DSO caché, c'est un vrai sujet. Et là, on va l'avoir, la recherche du DSO caché, l'outil, comme il a les bons de commande, il a le livret à facturer. Ben, finalement, est-ce que j'ai pas un délai de facturation trop long où je me dis j'ai un super DSO où je suis très très content, mais en fait je mets 30 jours à facturer parce que mon cycle, mon organisation interne a fixé que c'était une facturation mensuelle seulement. Donc ça va amener en effet des besoins d'optimisation fréquents. Ce n'est pas figé, c'est vraiment qu'on part de rien à quelque chose, on aura cet effet de levier positif, mais si on veut aller plus loin, c'est là où on va voir la performance des outils. Il faut avoir cette capacité d'autonomie et de contrôle sur ses propres process. Et puis peut-être un élément aussi, c'est que dans votre exemple, Jérôme, vous pourriez avoir à créer, et dans la continuité de l'exemple du cash marathon, vous pourriez avoir à créer une stratégie propre au cash marathon que vous allez activer pendant un temps et revenir sur une stratégie historique de base. Et puis, on peut donner aussi un autre exemple qui est intéressant, c'est qu'avec, dans ce qu'a présenté Olivier, sur les mises en place de stratégie, un élément important dans le déploiement d'un tel projet, c'est que vous n'allez pas paramétrer, décider d'avoir un applicatif, paramétrer le tout et du jour au lendemain tourner la clé en se disant, bah, 100% de mes clients, je les mets dans l'applicatif. Vous pourriez avoir besoin de faire des mises en production progressives. Et avec ces systèmes de conditions, vous pouvez déployer progressivement, et c'est toujours une recommandation de notre part, qui est de dire, oui, vous pouvez y aller de but en blanc si vous êtes sûr de vous, si vous avez le moindre doute, faites un déploiement progressif qui permettra, surtout quand vous n'avez pas d'applicatif, c'est un déploiement progressif aura la valeur 1, de tester quelque part les paramétrages s'ils sont nouveaux, de tester l'adhésion des équipes, parce que n'oublions pas qu'au milieu de tout ça, il y a des hommes et des femmes, bien sûr, qui mettent en œuvre les procédures. Donc voilà, tout l'intérêt aussi d'avoir des solutions qui doivent être agiles au final. Un mot pour respecter l'horaire. On va passer au RPA parce que là, c'est aussi l'intérêt des solutions, c'est d'automatiser un certain nombre d'opérations. Tout à fait. En fait, ce qu'on vient de voir, cette modélisation, on entend souvent parler de RPA. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un RPA. C'est-à-dire c'est quelque chose qui mécanise le système de relance, qui mécanise les alertes, les tâches à l'agenda. Donc les effets d'une industrialisation, c'est évident. Bien sûr, comme c'est mécanisé, on va plus relancer. Donc il y a toujours un gain à mettre en place un RPA. Ça fiabilise parce que c'est votre seule méthode en fait de fiabiliser vos process. C'est de diriger un petit peu le type de relance en fonction du type de client, parce que c'est la machine qui fait plutôt qu'un utilisateur par rapport à une feuille Excel ou autre chose. Et puis ça simplifie.
C'est-à-dire que l'utilisateur est beaucoup plus confort sur sa gestion quotidienne, vu que on lui propose directement ce qui va pas ou là où il doit travailler, sur les comptes il doit agir. Donc ça, c'est un point évident. Après, j'ajouterai un autre point, on doit avoir une capacité à le débrayer. C'est-à-dire que selon les droits utilisateurs, quand on est face à des utilisateurs assez aguerris, ils doivent être en capacité de stopper l'automatisme facilement. Et là, c'est vrai qu'on voit des différences entre les différents outils. Il faut pouvoir stopper, mais sans tout recréer à la main. Donc, il faut avoir un domaine de liberté, parce que s'il stoppe, c'est pas forcément pour son bon plaisir, etc. C'est parce qu'il n'a pas son interlocuteur. Il doit faire très peu d'actions pour dire j'ai une promesse, donc en peu de clics finalement. Un RPA doit s'adapter et il doit être court-circuitable sous réserve que ça corresponde toujours à ce que vous avez défini dans le process. Là, j'ai un cas pratique client qui, au bout de 30 jours, donne une liberté à ses gestionnaires 30 jours, mais au bout de 30 jours, d'autres gestionnaires reprennent la main sur un cadencement un peu plus fort. Donc là, c'est vraiment l'esprit du RPA, c'est robotiser, oui, pas à tout va, et avoir une capacité de débrayage. D'accord. Alors après, oui, on a vraiment le panorama. On peut en dire quelques mots parce qu'il y a vraiment un point qui est intéressant dans votre intervention, c'est que vous avez amené des retours d'expérience client qui vont être très intéressants à analyser. Allez-y. Merci, Jérôme. En fait, là, c'est une synthèse de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on doit avoir de l'information riche. On parle depuis des années, vous avez dû entendre la vision à 360 des clients. Oui, il nous faut une information complète pour bien travailler, c'est normal. Donc la donnée comptable, extra-comptable, les données crédit, les liens avec les assureurs crédit, les données financières avec les partenaires d'analyse bilancielle, d'études de Solva, etc. Donc il faut toutes les données en entrée pour pouvoir bien agir. On a nos 3 process dont on a parlé tout à l'heure. Ça, en fonction des process, ça va faire certaines actions, donc des actions de correspondance, des actions d'alerte. Ça va bloquer les comptes automatiquement dans votre système amont selon les types d'outils. Évidemment, le gain, accélération de cash. On structure l'activité, donc ça veut dire qu'on peut mieux piloter le risque client et on améliore bien sûr la productivité. Donc là, c'est vraiment le slide de synthèse sur ce qu'on vient de se dire tout à l'heure. Dans le principe, toutes les nuits, on récupère les informations, souvent dans la plupart des outils. Certains le font aussi en journée pour rafraîchir les données des paiements du matin. On fait certaines tâches d'alerte, etc. Et finalement, vous voyez qu'on est loin dans tout ce qu'on a dit d'un outil qui fait juste du mail et du courrier basique ou de la tâche à l'agenda. Là, on va beaucoup plus loin. C'est un levier évident, constant. Je crois qu'on peut tous dire dans le métier que systématiquement, quand on met en place un outil de recouvrement, non seulement on va accélérer le cash, c'est normal, c'est son objectif premier, mais en plus, on va avoir une meilleure visibilité de ce qu'on appelle la relation financière client. Hein. On va mieux connaître son client, son comportement de paiement et sa dégradation. Donc c'est ça qui va être vraiment important. C'est un outil qui participe à la richesse de l'entreprise. C'est beaucoup mieux qu'un CRM ou qu'un outil comptable où quand on a passé une facture en 416, on finit par perdre l'historique de ce qui s'est passé sur un client donné. Ceux-là ont une bonne mémoire. Alors, là, on a présenté beaucoup de théories, on a présenté un cas pratique, et finalement, on dit souvent c'est les clients qui en parlent le mieux. Là, oui, exactement. On vous a donné quelques exemples de clients de différentes tailles et différentes activités. Alors le premier, on en entend parler en ce moment, il est coté en bourse. C'était une mise en œuvre en 1 mois. Donc pendant une période de Noël, le gain de cash en 5 mois était de 5 millions d'euros par rapport à sa taille d'entreprise, alors que c'est des gens qui ne partent pas de rien. Il faut voir, ce ne sont pas des débutants sur le domaine, mais le fait de prendre un outil et d'aller plus loin, forcément, vous avez un gain qui est rapide. Des gains de DSO. Et là, un autre point dont on n'a pas parlé, par exemple, ce client-là avait un échu qui était relancé tous les mois. Donc, ce qui est normal. 60% des factures échues étaient relancées. Après la mise en œuvre de l'outil, la plupart des factures étaient relancées. Donc, vous voyez, ça va amener à personnel constant ou des fois avec des personnes organisées différemment,
on va pouvoir beaucoup mieux relancer. Deuxième secteur, un groupe qui est pluriactivité, dont l'aérien. Ça a permis de structurer ses process, d'avoir une information partagée. Alors sa particularité sur ce groupe, c'est qu'il a 7 ou 8 ERP, donc des activités complètement disparates. Et le but, c'était d'avoir une information consolidée vis-à-vis de l'actionnariat, des tableaux de bord, des KPI, alors qu'il est pluriactivité. Et là, c'était très, très important. Et sur ce groupe, c'était aussi le premier point, la structuration des process, puisqu'il y avait une telle disparité des activités. Donc, ils pensaient que pour ce sujet, avant en tout cas de s'intéresser à la mise en place de l'applicatif, ils pensaient que voilà, pour chaque activité, il fallait un processus de recouvrement. Et dans leur cas, le travail de cahier des charges était leur a été vraiment profitable parce qu'ils ont cherché à trouver les points communs dans une procédure de credit management pour en fait n'avoir qu'un seul outil qui va adresser toutes les activités. Donc là, c'était pour eux, il y avait un vrai sujet de transformation qui leur a été vraiment profitable. Dans les cas suivants, alors je passe assez vite, une grande société d'intérim avec beaucoup d'agences, donc des acteurs décentralisés où là, leur performance était déjà excellente en termes de DSO et d'entrée du cash. Là, il s'agissait d'optimiser les process. Une petite coopérative agricole qui a plusieurs sociétés. Là, ça a permis aussi un gain de cash. Donc, ils ont eu leur retour sur investissement en quelques mois, même à une taille modeste, je dirais, par rapport à d'autres types de structures. Et le dernier client, un grand transporteur sur une vingtaine de pays en multidevises, multilingue. Donc l'intérêt, ça a été de structurer la relance, de structurer aussi sa relation avec ses partenaires tiers en fonction des pays et d'avoir une conso journalière. Il avait déjà un SAP, donc il avait déjà une base commune, mais multidevises, donc avec des reports plutôt mensuels. Avec Cash and Credit, il est passé à des reports journaliers. Évidemment, un suivi de la relation financière qui a été beaucoup plus fine, vu que sa particularité, c'est qu'il a des grands clients qui sont sur plusieurs filiales et plusieurs pays. Donc, il a pu avoir sa conso du risque en instantané, là où auparavant, il avait une vision avec des effets tunnels. C'est ça. Donc là, on voit vraiment des cas de figure assez différents. On parlait avec Jérôme avant la présentation d'une administration sur des cotisations, ou j'ai un autre exemple dans les activités sur de l'assurance, là où on va avoir aussi de la matière très très différente. Donc le but, en fonction de votre activité, c'est que l'outil soit capable de comprendre ce que vous faites, d'intégrer vos process. Donc il faut un outil souple qui ne parle pas que de factures. Si vous voyez que des factures sur un écran à recouvrer, des fois, ça ne fait pas le tour par rapport à votre activité. Vous avez besoin de lettrage partiel, ou vous avez besoin de voir des acomptes et des garanties. Toute activité a quand même ses spécificités, même sur des petites tailles d'entreprise. C'est très complet. Donc, on a une question là qui nous dit: avez-vous calculé le ROI de la mise en place d'un outil comme le vôtre? Alors, c'est tout à fait variable selon les clients. C'est en quelques mois. Ça dépend de votre maturité, si la taille d'entreprise, le type de process à mettre en œuvre, c'est forcément quelque chose de rapide. Si quelqu'un vous dit « Ah, je vous promets 30% d'échéant en moins et un ROI en 2 mois garanti », sans avoir audité votre structure, ça paraît pas très raisonnable. Ouais. C'est sûr que c'est rapide, c'est-à-dire on n'a pas de cas, je crois qu'on peut dire on n'a jamais eu de cas qui dépasse 1 an. Donc c'est-à-dire que dans l'année, la mise en œuvre et même si on est sur des cycles longs, on sait que le retour d'investissement, le ROI, est rapide. Après, dans certains cas, on était sur 1 mois. Donc ça va dépendre vraiment de la maturité, vous, de vos process, le suivi des collaborateurs, le type d'activité. Et dans le ROI, il faut faire attention. ROI, il y a aussi, on parlait DSO cachés, etc. On va restructurer aussi. Donc, oui, il y a l'indirect. Il y a l'indirect. Rapidement, une question aussi qui peut être importante, c'est on est dans ce type de projet. Première chose, je pense que vous avez des interfaces qui sont très définies en fonction des ERP, avec votre expérience d'installation de votre outil
Donc ça peut s'accélérer, enfin. Oui, alors je resterai un petit peu sur la réserve là-dessus. Oui, nos interfaces sont très souples. Après, je vous prendrai un client, les cas des clients SAP. Sur tous nos clients SAP, on n'a pas un seul client qui a les mêmes données en entrée. Et donc oui, on peut proposer quelque chose comment dire, de figé. On sait qu'on peut faire ça dans le domaine. Après, on risque d'être incomplet. Et nous, on a la chance d'avoir une interface très très souple. On a plusieurs modules dans l'outil qui sont reconnus innovants par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Mais entre autres, on a une capacité par l'utilisateur, même le client serait capable de paramétrer son fichier d'entrée et de générer un certain nombre d'automatismes. Donc nous-mêmes, on n'a pas de difficulté à faire du sur-mesure. Et quand on parle de connecteurs, oui, bien sûr, on peut mettre en œuvre, mais finalement, on risque, si on est trop structurant sur les interfaces techniques, d'être incomplet parce que tout le monde a ses spécificités. Je n'ai pas un client pareil. Et même sur une donnée identique, vous avez toujours au moins une spécificité. Donc c'est vrai que c'est limite risqué de partir sur un peu un calque dans lequel on imposerait. Alors, pour une démarche aussi, une dernière question, mais une démarche, on va mettre en place votre outil, on va faire une étude et on va prendre Grant Thornton, on va faire cette étude de processus et mettre en place, ça prend combien de temps en gros? Alors certes, c'est certainement en fonction de l'importance de l'entreprise, mais pour une grande entreprise, on peut dire une ETI et une PME par exemple. Ça ne peut pas prendre plus de 5 jours. Alors, ça dépend de quoi on parle. Je parle la question porte, Olivier, pas sur le déploiement de l'outil. Hein. Si ça prend 5 jours, non, la question porte sur la réalisation du cahier des charges et donc de l'audit. Alors après, moi, je parle en tant qu'expert du sujet et voilà, et suivant nos repères et notre expertise, on est sur des sujets que l'on doit couvrir à 5 jours. Après, il est sûr qu'en fonction de la taille et du spécifique, ça pourrait déborder, mais et puis il y a un élément important, notamment parce que je le vois sur un de nos derniers projets, le cahier des charges a été fait par des non-spécialistes. Au sein de l'entreprise, ils ont pris 9 mois pour faire le cahier des charges, ce qui est énorme, et malheureusement, il était incomplet à la fin. Parce qu'ils ont couvert tout sauf le sujet. Donc, mais ils l'ont vu avec nous et ils ont bien eu, enfin, ils ont constaté effectivement qu'ils étaient un petit peu à côté du sujet. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'effectivement, en adressant des experts pour faire ce cahier des charges, ou même dans une structure qui est déjà professionnalisée sur les fonctions, ça doit aller très très vite. On sait ce qu'on veut et on sait où on va et on sait ce que la machine doit faire. Et pour l'installation de l'outil, Olivier? Alors, c'est du SaaS, donc l'installation en elle-même est rapide. Qu'est-ce qui prend du temps souvent? C'est la fourniture des fichiers. Il faut la disponibilité de la DSI du client, avoir des fichiers avec des données correctes. Donc, l'analyse préalable, c'est vraiment l'intérêt de l'audit et de l'accompagnement pour optimiser le process, la démarche amont par un intégrateur comme Grant Thornton. Cette démarche va être essentielle. Ça va nous permettre de savoir quelles sont les données intégrées. On donne quelque part notre bon de commande à la DSI du client, on dit on donne notre liste de données nécessaires et en fonction après de notre côté, la mise en œuvre est rapide. Alors, si on parle de TI, je dirais c'est variable. Vous voyez notre premier exemple, on a mis un délai très très court parce qu'on avait une priorité absolue. La DSI répondait directement au téléphone à toutes nos réclamations ou demandes de données. On avait une réactivité immédiate. Souvent, c'est pas le cas parce que les DSI ont beaucoup de projets. Donc là, il faut avoir des fenêtres de tir. Donc, ça va prendre quelques mois. Ça va dépendre complètement. Est-ce qu'on a plusieurs ERP? Un ERP? Est-ce qu'on est sur plusieurs pays? Quelle est la méthode de déploiement? En général, on parle de quelques mois, 2, 3, 4, 5 mois, c'est quelque chose de courant. On a des contre-exemples, hein, des sociétés multi-pays qui des fois déclenchent des déploiements sur certaines contrées en phase 2, donc une année suivante. Mais ça veut dire qu'un projet finalement
pour nous a été arrêté sur un pays, il a été terminé correctement, on a eu la valorisation de ce projet et par la suite, il redéclenche une phase 2, par exemple, pour un groupe de pays. Très bien. Écoutez, on a eu un bel exposé et votre intervention est très complète et vraiment c'était très intéressant, d'autant que après les expériences clients, ça enrichit toujours ce type de présentation. En tout cas, merci à nos deux experts, hein, Olivier et Karl. Et puis je rappelle que cette présentation va être disponible en replay très rapidement. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire partenaire et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, au revoir.